Deux chiffres familiers basculent soudain en sens opposé et fissurent un récit économique que l'on croyait stable. Tandis que la courbe britannique se tasse, un faisceau d'économies africaines avance avec une cohérence que les bilans traditionnels n'expliquent plus, ouvrant un écart silencieux mais mesurable. Que signifie pour chacun ce déplacement du centre de gravité et pourquoi le nom d'Ibrahim Traoré revient-il autant dans les analyses et les recherches de type Ibrahim Traoré Burkina Faso ou Burkina Faso News? Une bascule nette se prépare, à la fois chiffrable, politique et difficile à ignorer. Si le renversement actuel intrigue autant les économistes que les acteurs industriels, c'est parce qu'il révèle une mécanique plus profonde qu'un simple cycle défavorable. Cette analyse promet d'éclairer, avec précision et sans dramatisation, les forces réelles qui déplacent aujourd'hui les marges, la compétitivité et la hiérarchie des flux d'investissement. Le bénéfice pour le public tient dans 10 mots. Comprendre comment un glissement structurel redéfinit emploi, énergie et stabilité. Ce récit s'appuiera sur les signaux que beaucoup ont vus trop tard. Productivité stagnante au Royaume-Uni, coûts énergétiques volatiles, chaînes d'approvisionnement fragilisées, mais aussi montée méthodique de plusieurs économies africaines, de leurs corridors logistiques et de leurs écosystèmes industriels en expansion. En suivant ces éléments, la promesse est claire, rendre lisibles des dynamiques souvent perçues comme abstraites, et montrer comment elles affectent, de façon concrète, entreprises, ménages et décideurs. Une question plus précise reste pourtant ouverte, et elle mérite d'être posée simplement. Si les trajectoires divergent à ce point, quels secteurs verront leur modèle bousculé en premier et avec quel degré d'urgence? La première révélation tangible apparaît dans un chiffre que beaucoup avaient sous-estimé. La productivité britannique, quasi immobile depuis plus d'une décennie, signale une inertie structurelle que les ajustements conjoncturels n'ont jamais corrigée. La seconde révélation, tout aussi décisive, se lie dans la redirection progressive des flux d'investissement vers des régions où l'énergie, la logistique et la démographie forment un triptyque plus cohérent que celui observé au Royaume-Uni. Ces deux indices, longtemps traités comme des anomalies isolées, recomposent en réalité la trame entière des dynamiques économiques. Ils dévoilent un contraste où l'Afrique avance avec méthode, pendant que Londres tente de préserver un équilibre qui s'effrite. C'est aussi dans ce décalage que réapparaît le nom d'Ibrahim Traoré, souvent évoqué dans les discussions géopolitiques, pour illustrer la nouvelle assertivité d'un continent qui ne suit plus les cadres hérités, mais impose progressivement ses propres conditions. Pour comprendre comment ce basculement s'est enraciné, il faut revenir à la séquence que les spécialistes avaient repérée avant le grand public. Une industrie britannique fragilisée dès l'après 2008, des investissements manufacturiers insuffisants, une dépendance énergétique accrue et une série de décisions d'entreprises révélant, trimestre après trimestre, un manque d'élan. Pendant ce temps, dans plusieurs capitales africaines, les mégaprojets énergétiques, les routes industrielles et les infrastructures numériques ouvraient d'un cycle de croissance plus prévisible, capable d'attirer des partenaires venus d'Asie, du Golfe ou d'Amérique latine. Ce contraste ne relève pas d'un choc soudain. Il s'est formé lentement au fil de choix accumulés, de signaux faibles ignorés et d'un déplacement graduel de l'élan mondial. La situation actuelle en est le résultat logique. Deux trajectoires, qui longtemps parallèles, s'écartent désormais de façon mesurable et durable. Pour saisir la portée du réalignement, il faut suivre ceux qui, au sein des secteurs industriels britanniques, ont perçu les premiers décalages bien avant leur inscription dans les statistiques officielles. Un responsable d'atelier de la région de Manchester décrit ainsi comment une usine, autrefois à pleine capacité, a dû réduire progressivement ses équipes lorsque les coûts énergétiques imprévisibles d'un trimestre à l'autre effaçaient toute marge opérationnelle. Cette scène, banale en apparence, illustre la transition silencieuse d'un modèle qui perd son élasticité. Un second témoignage vient d'une entreprise de pièces automobiles à Birmingham, où les commandes diminuaient non pas en raison d'un manque de compétences, mais parce que les chaînes d'approvisionnement mondiales se réorganisaient autour de hubs plus proches de marchés en expansion. Les dirigeants voyaient leurs délais s'allonger, leurs coûts monter et leurs perspectives s'éroder, sans qu'aucune politique domestique ne puisse rétablir un avantage devenu trop coûteux à maintenir. Ces deux micro-récits constituent un fil conducteur. Les premiers signaux
n'était pas spectaculaire, mais répétitif, cumulatif et révélateur. Il montre comment un tissu industriel se fragilise à partir de décisions locales, chacune justifiée dans son contexte, mais qui, mises côte à côte, dessinent une tendance structurelle. Leur convergence éclaire le véritable enjeu. Lorsque les fondations opérationnelles se tendent, chaque choc externe devient plus difficile à absorber. En somme, ces regards de terrain rappellent une vérité simple et mesurable. L'inertie stratégique se nourrit du quotidien, longtemps avant de devenir une crise. Le déclenchement ne s'est pas annoncé sous la forme d'une rupture massive. Les premiers signes ressemblaient à de simples anomalies. Une facture énergétique qui doublait en quelques semaines, une usine chimique qui suspendait ses opérations pendant les heures de pointe, un fabricant qui annonçait des licenciements présentés comme temporaires. Chaque événement semblait isolé, maîtrisable, presque banal pour un secteur habitué au cycle. Leur accumulation a pourtant fait apparaître une dynamique plus profonde, révélant un glissement structurel que les argumentaires politiques n'arrivaient plus à masquer. L'inflation persistante a alourdi les charges des ménages, affaiblissant la demande intérieure. Les industries énergivores ont commencé à perdre du terrain. Les aciéries réduisaient les équipes, les ateliers mécaniques allégeaient leurs horaires, les chaînes d'approvisionnement se tendaient. À mesure que les coûts augmentaient, les marges se contractaient. Chaque ajustement ouvrait la voie au suivant. Les entreprises tentaient de préserver leur compétitivité, mais le terrain devenait instable, trop dépendant d'un environnement énergétique imprévisible. Puis le point d'inflexion. Les multinationales ont cessé de considérer le Royaume-Uni comme un point d'ancrage naturel. Les conseils d'administration évoquaient désormais des régions plus dynamiques, moins coûteuses, dotées d'infrastructures en expansion. Aucune décision n'était spectaculaire, toutes étaient irréversibles. D'abord la logistique, puis certaines lignes de production, ensuite les centres d'assemblage. Le retrait progressif dessinait une nouvelle carte où Londres n'était plus un pivot évident, mais un point parmi d'autres dans une compétition mondiale remodelée. Les analystes financiers commençaient à décrire l'économie britannique par un couple inquiétant. Faible croissance, forte volatilité. La livre se dépréciait, les coûts d'importation augmentaient, les banques resserraient leurs conditions. Les ménages réduisaient leurs dépenses, les entreprises affrontaient un marché intérieur affaibli. Les journaux tentaient de rassurer, mais les faits contredisaient le récit dominant. Les fermetures d'usines devenaient visibles, nombreuses, impossibles à attribuer à un simple cycle défavorable. Pendant ce temps, ailleurs, un autre mouvement gagnait en cohérence. Les corridors énergétiques africains se structuraient. Les projets solaires, géothermiques ou hydroélectriques offraient la stabilité recherchée par les investisseurs. De nouvelles zones industrielles entamaient leur première production. Les partenariats internationaux se multipliaient. Les marchés financiers observaient cette montée en puissance avec une attention croissante. Dans ce contexte, la figure d'Ibrahim Traoré apparaissait souvent dans les analyses comme symbole d'une affirmation stratégique nouvelle, non pas individuelle mais représentative d'un continent qui fixe désormais ses propres paramètres de négociation. Le contraste devenait saisissant. La Grande-Bretagne tentait de maintenir un statut industriel bâti sur des décennies, tandis qu'un ensemble de pays africains construisaient les fondations d'une ère économique nouvelle. Les règles minières y étaient renégociées. Les infrastructures étaient calibrées pour la croissance future, pas pour les héritages du passé. Là où Londres cherchait à tenir, d'autres régions cherchaient à accélérer. Lorsque les fermetures d'usines britanniques ont frappé les unes après les autres, la dynamique globale était déjà écrite. Les investissements détournés ne reviendraient pas. Les lignes de production perdues ne seraient pas reconstruites. Le réalignement n'était plus une hypothèse, il devenait un état de fait. Pour commencer, on peut regarder la productivité britannique, restée presque immobile pendant plus d'une décennie. Cette stagnation prolongée signale un manque d'efficacité qui empêche l'industrie d'absorber la hausse progressive des coûts. Elle ne traduit pas une anomalie conjoncturelle, mais un verrou durable ralentissant l'ensemble des chaînes de valeur. La situation crée une fragilité qui amplifie chaque variation du paysage énergétique, rendant plus difficile toute tentative de redressement rapide. Le ralentissement devient ainsi un facteur d'inertie, ancré dans les fondations productives. On le voit encore plus nettement quand on observe ceci.
Les fermetures ou suspensions d'usines énergivores ont progressé de près de 20% ces dernières années. Cette proportion indique une pression continue sur les secteurs dont la compétitivité dépend directement de la stabilité du coût énergétique. Le chiffre révèle aussi l'incapacité des entreprises à compenser par innovation ou productivité l'augmentation persistante des charges. Les analystes y voient un symptôme structurel et non une réaction temporaire à un contexte défavorable. Le phénomène s'installe, réduisant la résilience du tissu industriel. On peut aussi regarder les flux d'investissement, dont une part significative s'oriente désormais vers des régions offrant une énergie plus stable, une logistique plus fluide et une démographie en expansion. Ce mouvement ne repose pas sur un événement unique, mais sur une accumulation de signaux incitant les entreprises à rechercher des environnements plus prévisibles. La translation est progressive, mais suffisamment constante pour dessiner une nouvelle géographie de la croissance mondiale. Cette réallocation remodèle les priorités et affaiblit la capacité du Royaume-Uni à attirer ou retenir des projets stratégiques. Les entreprises suivent des trajectoires rationnelles fondées sur la lisibilité des coûts et des marges. Ces trois éléments, mis côte à côte, reconstituent une dynamique cohérente. Un pays absorbant des chocs énergétiques sans gain d'efficacité, perdant des segments industriels essentiels et voyant son attractivité se réduire au fil d'ajustements trop tardifs. Le tissu productif se retrouve pris dans un étau où chaque variable défavorable renforce les précédentes, créant une spirale de vulnérabilité difficile à inverser. La logique défensive domine, limitant les investissements capables de relancer l'élan manufacturier. Les comparaisons internationales soulignent ce manque d'alignement entre ressources, stratégie et trajectoire. Pendant ce temps, ailleurs, d'autres trajectoires avancent selon une dynamique opposée. Plusieurs économies africaines consolident des capacités énergétiques renouvelables, stabilisant ainsi les prix et rassurant les investisseurs cherchant une visibilité à long terme. Les corridors industriels se densifient, les infrastructures s'étendent et les chaînes de valeur émergent autour de hubs logistiques modernes. Les marchés financiers y voient des signaux de prévisibilité qu'ils ne trouvent plus aussi nettement dans l'économie britannique. Ces évolutions ne reposent pas seulement sur les performances actuelles, mais sur l'élan engagé. L'ensemble forme une conclusion mesurable. La divergence n'est pas le résultat d'un choc ponctuel, mais la conséquence d'une dynamique d'ajustement d'un côté et d'expansion de l'autre. Une façon de lire la situation est d'y voir un épisode d'ajustement dans un cycle économique plus large. Selon cette perspective, la succession de crises, volatilité énergétique, perturbations logistiques, inflation persistante, aurait temporairement comprimé la capacité d'adaptation du pays. Les défenseurs de cette position soulignent la solidité historique des institutions financières, la qualité des universités et le rôle du Royaume-Uni dans les échanges mondiaux, des atouts censés ramener l'industrie vers un rythme plus soutenu dès que les marchés énergétiques se stabiliseront. L'idée centrale repose sur une conviction. Les avantages cumulés finissent toujours par réapparaître. Une autre façon de lire la situation adopte un point de vue beaucoup plus structurel. Elle avance que la compétitivité britannique a été progressivement érodée par une série de fragilités profondes, productivité stagnante, dépendance croissante aux importations d'énergie, désindustrialisation lente, perte d'attractivité pour les investissements. Les fermetures d'usines, les coûts volatiles et la redirection discrète des flux de capitaux n'y sont pas vus comme des anomalies, mais comme les manifestations d'un basculement durable. Cette approche insiste sur le fait que les anciennes puissances ne peuvent plus compter sur leur inertie historique pour conserver leur position. Ces deux façons de lire la situation semblent cohérentes, chacune dans leur logique, mais leur confrontation avec les données de la dernière décennie offre une lecture plus précise. Les chiffres montrent une accumulation de signaux ignorés, de dépendances renforcées et de retards stratégiques qui ont réduit la marge de manœuvre du pays. En parallèle, plusieurs économies africaines ont bâti des trajectoires mieux alignées sur les besoins énergétiques, logistiques et démographiques du XXIe siècle, captant une partie de l'élan mondial que d'autres perdaient. La divergence résulte donc moins d'une crise passagère que d'un réalignement profond entre régions où l'on défend des acquis et régions où l'on construit de nouveaux leviers.
La position la plus solide devient ainsi une synthèse nuancée. Ce n'est pas le cycle qui a changé, mais la structure même de l'équilibre économique. Tout cela révèle que la divergence entre le Royaume-Uni et plusieurs économies africaines n'est plus une anticipation théorique, mais une réalité en cours de consolidation. Une série de déplacements industriels, logistiques et énergétiques montre que les choix effectués plus tôt déterminent déjà les trajectoires à venir. Cette articulation, souvent négligée dans les analyses publiques, éclaire la manière dont les régions capables de stabiliser leurs coûts et de renforcer leurs infrastructures gagnent en attractivité. Par contraste, un pays qui s'ajuste au lieu d'avancer perd progressivement son pouvoir d'entraînement, même lorsque ses institutions restent solides. Le glissement semble d'autant plus net que les marchés valorisent désormais la prévisibilité plus que le prestige historique. C'est dans ce contexte que la figure d'Ibrahim Traoré revient fréquemment dans les discussions géopolitiques, symbole d'une posture plus affirmée où les conditions de négociation se redéfinissent. Ce midpoint souligne une évidence. Le réalignement ne se prépare plus, il s'exerce déjà. Pour les ménages britanniques, les effets du réalignement apparaissent d'abord dans la vie quotidienne. La hausse prolongée des prix alourdit chaque décision de consommation, tandis que la volatilité énergétique rend la planification budgétaire plus difficile. Les salaires stagnent alors que les dépenses incompressibles augmentent, créant une tension durable au sein des foyers. Les chaînes d'approvisionnement réorientées vers d'autres régions renforcent indirectement cette pression en renchérissant certains biens essentiels. Pour les entreprises, le changement se manifeste de façon plus structurelle. Les marges se réduisent sous l'effet combiné des coûts énergétiques instables et des retards logistiques. Certaines lignes de production deviennent moins viables, non par perte de savoir-faire, mais parce que d'autres marchés offrent une stabilité plus compétitive. Le repositionnement stratégique devient une nécessité, obligeant de nombreux acteurs à adapter leur modèle dans des délais plus courts. Pour l'État, les conséquences sont tout aussi profondes. Les recettes fiscales liées à l'industrie diminuent lorsque les fermetures d'usines s'accumulent et que les investissements se détournent. Les dépenses sociales augmentent parallèlement, car un marché du travail fragilisé exige un soutien accru. La dépendance aux importations énergétiques renforce les contraintes budgétaires, limitant la capacité du gouvernement à stabiliser la trajectoire macroéconomique. Le pilotage à long terme devient plus complexe dans un contexte où plusieurs leviers perdent leur efficacité. Pour la position internationale du Royaume-Uni, le réalignement recompose les équilibres acquis de longue date. Les corridors énergétiques, les partenariats industriels et les pôles logistiques se structurent désormais autour de capitales africaines, asiatiques et du Golfe, réduisant l'influence britannique dans plusieurs secteurs stratégiques. Les marchés mondiaux valorisent davantage les régions capables de garantir visibilité, croissance démographique et stabilité énergétique. C'est dans cette dynamique que réapparaît la référence récurrente à Ibrahim Traoré dans de nombreuses analyses, non pour désigner un acteur unique, mais comme symbole d'une souveraineté renforcée au sein d'un continent qui n'accepte plus les cadres hérités. La recomposition se fait sans heurts spectaculaires, mais par déplacements successifs qui redéfinissent la hiérarchie des opportunités. Ces impacts superposés montrent qu'un réalignement économique ne se limite pas à une courbe ou à un indicateur. Il transforme la manière dont un pays consomme, produit, négocie et se projette dans le monde. Les trajectoires divergentes entre régions qui consolidèrent leur élan et régions qui tentent de préserver leurs acquis dévoilent une asymétrie durable. Dans cette nouvelle configuration, les acteurs les plus sensibles aux variations, ménages, entreprises, institutions et diplomatie, perçoivent chacun une forme distincte de pression ou de réorientation. Ainsi se confirme une évidence sobre. Les effets d'un réalignement global se diffusent partout, que l'on s'y prépare ou non. Il est possible que les prix de l'énergie cessent d'augmenter, tout en restant élevés par rapport à leur moyenne d'avant-crise. Les entreprises stabilisent leurs effectifs sans relancer pleinement la production, faute de marge suffisante. Les flux d'investissements étrangers se maintiennent à un niveau inférieur à celui des années précédentes, mais ne poursuivent pas leur déclin. Le marché intérieur reste sous tension, conservant un pouvoir d'achat fragile et une demande hésitante. Ce cadre atténue les risques immédiats,
mais ne crée pas l'élan permettant un redressement durable. Dans une version plus favorable, le Royaume-Uni mettrait en œuvre des mesures ciblées visant à réduire la volatilité énergétique, à moderniser certains segments logistiques et à alléger temporairement le coût du capital pour des industries spécifiques. Quelques entreprises renoncent à délocaliser lorsque la rentabilité redevient lisible, et d'autres rapatrient des éléments de production dans des niches où le pays possède encore un avantage. Les partenariats internationaux s'élargissent, offrant des corridors plus stables pour le commerce et l'approvisionnement. La croissance demeure modérée, mais la base manufacturière cesse de s'éroder. Cette trajectoire suppose toutefois une constance politique rarement observée ces dernières années. A l'inverse, il se peut que les coûts énergétiques persistent dans une zone d'imprévisibilité, tandis que les flux d'investissement se redirigeraient progressivement vers des régions offrant des perspectives plus cohérentes. Les fermetures d'usines s'étendent à de nouveaux secteurs, réduisant la capacité du marché du travail à absorber les chocs. Les ménages, déjà sous pression, diminuent encore leurs dépenses, affaiblissant la demande interne et accentuant la contraction de l'activité. Le pays perd alors des positions dans plusieurs chaînes de valeur mondiales, un recul qui devient difficile à combler une fois enclenché. Ces trois issues reposent sur les mêmes variables: énergie, logistique, attractivité du capital et capacité d'adaptation. La recommandation essentielle consiste à raisonner non en termes d'optimisme ou de pessimisme, mais en fonction de la clarté stratégique. Un pays ne maîtrise sa trajectoire que lorsqu'il identifie ses leviers et réduit l'incertitude qui pénalise tous les acteurs. Pour les ménages, l'enjeu n'est plus seulement macroéconomique, il devient intime. Les hausses persistantes des prix, les factures énergétiques instables et l'incertitude sur l'évolution du marché du travail créent un sentiment de vulnérabilité difficile à dissiper. Chaque décision de dépense exige davantage de prudence et la capacité de se projeter à moyen terme se réduit. Cette impression diffuse traduit la manière dont un réalignement global se fait sentir bien avant que les statistiques ne l'expliquent. Pour les entreprises, petites comme grandes, le défi se transforme en course contre le temps. Les modèles opérationnels doivent être ajustés alors que les marges se resserrent et que la concurrence internationale se recompose autour de zones de croissance plus prévisibles. Certaines organisations doivent repenser leurs investissements, d'autres redéfinissent leur positionnement pour s'aligner sur une demande en mutation rapide. Le sentiment dominant n'est pas la panique, mais la nécessité d'agir avant que les contraintes ne deviennent irréversibles. Pour les jeunes générations, le réel se manifeste dans un paysage professionnel qui se déplace plus vite que les institutions censées l'encadrer. Les filières d'avenir émergent souvent en dehors des secteurs historiquement centraux pour le Royaume-Uni. Les choix d'études, de mobilité ou de spécialisation doivent désormais intégrer une géographie de la croissance qui évolue. La question du futur ne se résume plus à un plan individuel, mais à une adaptation constante à une carte des opportunités en recomposition. Ces trois angles montrent que toute transition économique se vit d'abord à travers les trajectoires personnelles, là où les signaux faibles deviennent tangibles. La transition actuelle exige une méthode plutôt qu'un simple constat. Dans les 6 prochains mois, le gouvernement et les opérateurs énergétiques peuvent sécuriser des contrats d'approvisionnement moins volatiles, et l'on le verrait à une réduction observable de la variance mensuelle des prix industriels. Cette stabilisation offre un socle indispensable pour réduire l'incertitude qui pénalise les entreprises. Sur environ 9 mois, le ministère de l'Industrie et les consortiums privés peuvent identifier les segments à forte valeur ajoutée compatibles avec l'infrastructure existante. L'objectif est de freiner l'érosion des investissements manufacturiers en visant une progression mesurable du taux d'engagement sectoriel. L'action crée un noyau dur capable de soutenir un redémarrage graduel. À l'échelle de 12 mois, les autorités portuaires et les acteurs logistiques peuvent réduire les goulets d'étranglement par la digitalisation des flux. Le succès se mesure par une baisse du temps de transit moyen et du coût par conteneur, 2 indicateurs décisifs dans la compétitivité opérationnelle. Entre 3 et 12 mois, les universités techniques et les entreprises peuvent adapter les cursus aux besoins émergents avec pour repère un taux d'insertion professionnelle 6 mois après certification. Cette synchronisation
renforce la capacité d'adaptation nationale. Dans plusieurs analyses, la détermination affichée par certaines figures africaines, dont Ibrahim Traoré, illustre qu'une stratégie n'avance que lorsqu'elle est exécutée avec constance. La méthode devient alors un levier aussi important que les ressources. Les responsables d'ateliers du nord de l'Angleterre, dont les témoignages semblaient si ordinaires, apparaissent aujourd'hui comme les premiers à avoir perçu la dérive silencieuse qui précédait le réalignement actuel. Leur regard, façonné par les machines ralenties, les équipes réduites et les marges qui s'effritaient, éclaire avec une précision presque intuitive la manière dont les grandes trajectoires économiques commencent toujours dans le détail du quotidien. Ces scènes, modestes mais révélatrices, trouvent un écho inattendu dans les analyses géopolitiques qui citent un Ibrahim Traoré comme symbole d'une volonté stratégique transformant progressivement les équilibres, là où certains observaient un futur qui s'éloignait, d'autres construisaient un futur qui approchait. Ce renversement discret, né d'ajustements locaux puis amplifié par des dynamiques continentales, rappelle que les transitions les plus profondes ne surviennent jamais en un seul moment. Elles se tissent lentement à travers des choix accumulés et des signaux longtemps négligés. La lucidité précède toujours la puissance d'agir. Face à un monde qui se réorganise sans attendre, chacun cherche des repères capables d'éclairer les choix à venir. Les transformations décrites ici ne relèvent pas seulement des bilans nationaux ou des courbes économiques. Elles touchent à la manière dont une société imagine sa place et ajuste ses trajectoires. La conversation collective devient alors un outil essentiel car elle permet de confronter les perceptions, d'identifier les angles morts et de repérer les signaux faibles avant qu'ils ne se referment. Toute analyse n'a de valeur que lorsqu'elle circule, se discute et s'enrichit d'expériences multiples. Partager ces réflexions, les interroger ou les nuancer, contribue à rendre le réalignement plus lisible et moins subi. La compréhension progresse toujours lorsqu'elle s'appuie sur un dialogue ouvert plutôt que sur des certitudes isolées. Si cette exploration a soulevé des questions ou éclairé différemment certaines tendances que vous observiez déjà, je vous invite à prolonger l'échange. Quels sont, selon vous, les indicateurs qui méritent aujourd'hui la plus grande attention ?